L'ancien Premier ministre malien, Moussa Mara, a mérité de la part de votre serviteur la désignation de recteur de l'université de la langue de bois au Mali. Pourquoi je l'ai appelé ainsi? Parce qu'il fait partie de ces hommes politiques qu'on a en Afrique en général, au Mali en particulier, qui parlent pour ne pas être compris. Quand il vous parle, quand il a fini de parler, vous avez une seule question qui continue à trotter sur vos lèvres. La question est la suivante. Qu'a-t-il dit? Car en effet, quand il vous parle, vous avez l'impression qu'il dit quelque chose. Mais quand il a tourné le dos, c'est souvent trop tard. Vous vous rendez compte qu'il n'a rien dit. Par exemple, si vous lui demandez qui attaque le Mali, il va vous dire que, en effet, cette question de l'attaque contre le Mali est quelque chose qui doit concerner chaque Malienne et chaque Malien. Chaque Malienne et chaque Malien doit s'insurger, ils doivent s'insurger contre cette violence qui est faite à notre patrie. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours appelé à l'union sacrée contre tout cela. Et puis il s'en va. Quand Moussa Mara est parti, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, il n'a pas répondu à la question que tu as posée. Tu as demandé qui attaque le Mali? Qui? Et le monsieur te dit, oui, on doit se défendre. Je l'ai attrapé comme ça plusieurs fois, sur plusieurs interviews, sur plusieurs interventions publiques. On lui pose la question sur A, il répond sur Z. Et avec une capacité d'envoûtement des personnes qui ne connaissent pas sa méthode, qui est telle que vous vous rendez compte qu'il n'a pas répondu à votre question longtemps après qu'il soit parti. Je l'ai observé comme ça, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, sur des tas de sujets. C'est l'homme qui sort toujours en ayant ignoré la question posée, en l'ayant contournée, retournée. Et cette méthode-là est exactement celle qui le rapproche des aventuriers ambigus qui sont actuellement à la tête du Sénégal. Bassirou Diomaye Faye et Sonko Ousmane. Souvenez-vous de Sonko Ousmane, Premier ministre du Sénégal aujourd'hui. Quand il était opposant, il faut que la France enlève son genou du cou de l'Afrique et du Sénégal. Quand il est devenu Premier ministre, il vote avec la France contre la décolonisation. N'est-ce pas? Mais ce même monsieur a pris son avion, il est venu à Bamako. Et il est venu à Bamako pour dire que le Sénégal ne servira jamais de base arrière pour attaquer le Mali. Or, c'est exactement ce qui venait d'être fait. Fin juillet 2024, l'ambassadeur d'Ukraine basé au Sénégal et les hauts responsables de sécurité de l'Ukraine ont assumé qu'ils ont activement participé aux côtés d'Al-Qaïda et de l'État islamique à l'attaque de Tinzaouaten qui a coûté la vie à des dizaines de soldats maliens et d'alliés militaires russes. Cela a été ouvertement et officiellement revendiqué par l'État ukrainien. Et l'une des personnes qui a participé à cette opération et qui a revendiqué médiatiquement cette opération, c'est l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal. C'est-à-dire que si le Sénégal était un pays dirigé par des panafricanistes, il aurait rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Et il aurait chassé le même jour du sol sénégalais l'ambassadeur terroriste d'Ukraine. Mais qu'a fait Sonko? Qu'a fait Diomaye? Ils se sont contentés de faire un petit rappel à l'ordre à quelqu'un qui est coupable d'actes de terrorisme contre le Mali. Et Ousmane Sonko a eu le courage inhumain de prendre son avion et de venir à Bamako dire que le Sénégal ne servira pas de base arrière pour attaquer le Mali. Alors que les Maliens ont bien vu quelqu'un qui vit à Dakar assumer d'avoir organisé une attaque terroriste contre eux. Donc en fait, Moussa Mara, Sonko, Diomaye, c'est la même espèce. C'est des recteurs des universités de la langue de bois. Des gens qui disent ce qu'ils ne font pas et qui ne font pas ce qu'ils disent. Alors, ce monsieur Moussa Mara, revenons sur lui. Il a la particularité de croire qu'il aurait une capacité extraordinaire, c'est celle de passer entre les gouttes. C'est-à-dire que quand il pleut, Moussa Mara fait partie de ceux qui sortent sous la pluie en pensant qu'ils peuvent passer entre les gouttes. Il n'a pas de parapluie. Hein. Parfois, il sort même sans chapeau. Mais le jeu auquel il s'adonne, c'est essayer de se faufiler entre les gouttes de la pluie de telle façon qu'aucune ne le mouille. Quel est le problème de M. Moussa Mara, l'ancien Premier ministre? Bon, c'est même pas à la base. Il a une ambition qui est légitime. Parce qu'il est citoyen malien.
Son ambition, c'est d'être président de la République du Mali. Je crois qu'il y pense en se rasant, en dormant, en ronflant, le matin, le soir, à midi, le soir. Il y pense. Et je ne voudrais pas contester cela. Une Malienne, un Malien ont le droit de vouloir être président de la République du Mali. D'autant plus que ce sont des fonctions qui dépendent du choix du peuple souverain du Mali, en dernière analyse. Donc, ce n'est pas cela que nous allons contester au recteur de l'université de la langue de bois du Mali, Moussa Mara. Mais c'est la méthode qu'il veut employer pour arriver au pouvoir. Quelle est sa méthode? Il veut d'une part profiter du combat qui est mené par le président Assimi Goïta et ses compagnons, le combat de la souveraineté. Et puis de l'autre part, il ne veut pas perdre le soutien de l'ancienne puissance coloniale, et notamment donc de l'organisation néocolonisée de la CEDEAO, qui est le bras intermédiaire de l'ancienne puissance coloniale dans la sous-région. Donc, Moussa Mara évolue littéralement le cul entre deux chaises. D'un côté, il sait que la majorité écrasante du peuple malien est pour la souveraineté totale du pays, et que le président Assimi Goïta a réellement la majorité des Maliens derrière lui. Et donc, par conséquent, il n'ose pas se mettre de front et de face contre la revendication de souveraineté du Mali. Mais de l'autre côté, il veut continuer à bénéficier de la protection de l'ancienne puissance coloniale, et donc la France, et de la protection des satellites de l'ancienne puissance coloniale, qui sont globalement regroupés autour de la CEDEAO, c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara, Nana Akufo-Addo, Patrice Talon, maintenant le duo Sonko Diomaye au Sénégal comme Macky Sall, Oumaro Sissoko Embalo, Mamadi Doumbouya. Il veut, en fait, si on pouvait résumer la stratégie de Moussa Mara, c'est qu'il veut être bien vu par ceux qui se battent réellement pour la souveraineté et par ceux qui se battent contre la souveraineté. Autrement dit, il veut utiliser les victoires d'Assimi Goïta pour doubler Assimi Goïta et prendre le pouvoir. Voilà l'opération extrêmement complexe dans laquelle se retrouve ce politicien. C'est ce que j'appelle l'art de tenter de se faufiler entre les gouttes d'eau pendant que la pluie tombe. Il est impossible que tu sortes sous la pluie et que tu ne sois pas mouillé en comptant passer entre les gouttes. L'espace entre deux gouttes d'eau de pluie étant rarement plus grand qu'1 centimètre, tout un individu comme Moussa Mara sera forcément mouillé. Alors, qu'est-ce qui mouille Moussa Mara? Qu'est-ce qui fait que Moussa Mara est mouillé quand il sort sous la pluie? Il est le seul à penser que quand il sort, on ne le voit pas mouillé. La première chose, c'est qu'il a un bilan catastrophique à la tête du gouvernement malien. Il a été à la tête du gouvernement malien. Et il est co-responsable de l'un des plus cuisants échecs sécuritaires que le Mali ait jamais connu. Le Mali a été humilié avec Moussa Mara, Premier ministre. Celui-ci prenant la responsabilité incongrue de conduire les soldats maliens dans une aventure qui s'est transformée en un guet-apens et ayant la lâcheté, bien sûr, de s'échapper du guet-apens alors que les soldats étaient en train de mourir. Et il n'a même pas eu le courage du capitaine qui est le dernier à quitter le bateau. Il s'est barré, laissant les pauvres soldats maliens qu'il avait accompagnés dans son aventure ambiguë, les laissant sur le carreau. Donc, c'est quelqu'un qui était Premier ministre. Et il n'a pas été capable de faire ce que le président Assimi Goïta et ses compagnons ont fait depuis 2021, notamment après avoir déposé le louvoyant, l'hésitant colonel Bandao. Et donc, par conséquent, il a une espèce d'aigreur. C'était monsieur, j'ai failli réussir à la tête du gouvernement. J'aurais pu réussir à la tête du gouvernement. Mais il était à la tête du gouvernement, il n'a rien pu faire. Pourquoi n'a-t-il rien pu faire? À cause de son ambiguïté, là, que vous voyez. L'incapacité à désigner clairement, à nommer clairement l'adversaire. Vous ne pouvez pas mener un combat de libération. Vous ne pouvez pas mener un combat pour rendre sa souveraineté à un pays si vous, qui voulez diriger ce pays, n'êtes pas au clair sur les adversaires réels de ce pays et ses partenaires réels. Or, Moussa Mara, qui est un grand pêcheur en eau trouble, comme je vous l'ai expliqué, voulant manger et gagner à tous les râteliers, était incapable de conduire le gouvernement malien vers des résultats probants. Pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas décolonisé. C'est un individu qui n'est pas décolonisé. Ce sont des gens qui continuent à croire que le monde ne peut marcher que si les 4 volontés de l'OTAN, d'une part, et d'autre part de la France, sont faites en Afrique.
Aucun pays africain ne peut marcher si l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, et son supplétif direct dans la sous-région d'Afrique dite francophone, la France, si elles ne sont pas d'accord, rien ne peut fonctionner. Dans l'épistémologie politique de Moussa Mara, il y a un blocage systémique. Son esprit est incapable de penser la souveraineté du Mali sans l'OTAN, sans la France. Vous comprenez? Son vrai problème, c'est sa défaite intellectuelle. J'ai acheté quelques-uns de ses livres que j'ai amenés ici. Voilà, quelqu'un qui répète la dictée droit de l'homiste, la dictée démocratique. Nous tous, on a souffert à un moment donné de la croyance que le but de l'action politique, en effet, c'était d'aller vers la démocratie. Que c'était d'aller vers une certaine définition des droits de l'homme qu'on retrouve, bien sûr, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et un peu plus tôt même dans les déclarations. Nous sommes tous passés par cette illusion, l'illusion démocratique. Maintenant, nous savons, avec le recul critique, nous avons pris nos distances depuis plusieurs années avec le mythe d'une humanité qui aurait à marcher vers l'idéal occidental du politique. Car même l'Occident lui-même ne remplit pas clairement le concept de démocratie qu'il revendique et tambourine dans le monde. D'abord, il y a 12 monarchies en Occident. Donc, ce ne sont pas des démocraties, c'est 12 monarchies, on a compris. La grande démocratie américaine que nous voyons au bord d'une guerre civile, parce que chacune des parties menace l'autre de perdre ou de périr, mais cette grande démocratie américaine, qui élit les présidents des États-Unis? Ce n'est pas le peuple américain. Les présidents des États-Unis sont élus par les grands électeurs américains. Et qui a fait la répartition des grands électeurs entre la cinquantaine d'États américains? Mais c'est la guerre. Ce sont les victoires militaires qui ont déterminé les rapports de force. Et qui font que des États qui sont sous-peuplés en citoyens possèdent un plus grand nombre de grands électeurs que des États qui sont surpeuplés en citoyens. De telle façon qu'un président américain peut parfaitement être élu en n'ayant pas la majorité absolue des voix dans le pays. Et on nous appelle cette histoire-là une démocratie. Alors qu'il s'agit d'une oligarchie des grands électeurs. Et quand on ajoute à cela les discriminations structurelles dont sont victimes les véritables propriétaires du continent américain, ce qu'on appelle les Native Americans, les Indiens, exterminés presque tous, les véritables bêtes de somme qui ont travaillé à produire la puissance capitaliste américaine, eh bien, les centaines de millions, les dizaines de millions d'Africains déportés aux Amériques, centaines de millions même, quand on voit le sort qu'il aurait fait au quotidien en cette nation, on arrête d'en parler comme une référence démocratique. Ce n'est pas une démocratie du tout. Et il y a aujourd'hui une floraison de spécialistes de sciences politiques américaines qui disent que le système américain n'est pas démocratique. Je vous mettrai ici une série d'ouvrages extrêmement techniques qui vous démontrent que le concept de démocratie tel qu'il est entendu par exemple dans la Grèce antique, où il n'était pas non plus parfait, puisque la démocratie antique grecque était réservée essentiellement à des hommes libres. Les esclaves en étaient exclus, et les femmes aussi. Alors, donc, en fait, il n'y a aucun moment dans cette histoire du concept de démocratie une situation parfaite que l'on puisse présenter aux Africains comme une référence. Or, Moussa Mara, puisque c'est de lui que je vous parle, il n'a jamais réfléchi à cette affaire. Il écrit des essais dans lesquels, bon, il s'agit d'aller vers les critères du FMI, les critères de la Banque mondiale. Il s'agit d'aller vers les critères de la démocratie rédigés dans les textes creux de l'Union africaine et de l'ONU. Et puis, bon, voilà, la politique, c'est ça. Donc, c'est un être qui est intellectuellement défait et qui, par conséquent, essaie de faire carrière dans la mouvance otanienne, dans la mouvance du néocolonialisme français et littéralement d'hériter de la France-Afrique malienne. C'est ça son ambition. Et voilà sa limite. Moussa Mara. Alors, cet homme-là est venu en France. Il est venu en France et il a posé deux actes qui m'intéressent. Bon, je crois qu'il a rencontré quelques-uns de ses partisans. Encore qu'on sait maintenant qu'Alassane Draman Ouattara n'hésite pas à mobiliser certains de ses partisans pour aider les opposants des pays voisins. Moi, je vous mets au défi de me montrer la différence qu'il y a entre un Malien et un Ivoirien à Paris. Nous avons vu cela, hein? Quand le fameux Ibrahim Aïnéa Kamara a organisé ses meetings, ses soi-disant meetings pour proclamer qu'il était le président du Mali. Vous pensez que ce sont les Maliens qui sont allés à sa réunion? Il y avait un mélange de tout. Si moi-même, je n'étais pas quelqu'un de connu
de reconnu par mon visage. Je pouvais aller m'asseoir dans la salle de Moussa Mara à Paris comme étant un Malien qui est venu le rencontrer. Si vous ne me connaissiez pas là de visage, hein, ce qui fait que vous me reconnaissez. Moi aussi, je pouvais aller m'asseoir là-bas. Donc, il y avait toutes sortes de renégats qui sont allés écouter ce type perdu là à Paris et venus de tous les pays de la sous-région, envoyés même par leurs responsables politiques pour donner l'impression à Moussa Mara qu'il a écouté. Je vous dis, ici à Paris, là, vous ne pouvez pas distinguer, même en Afrique, vous ne pouvez pas distinguer un Malien d'un Sénégalais, de loin comme ça, vous ne pouvez pas distinguer. Vous ne pouvez pas distinguer d'un Guinéen, d'un Ivoirien. Et en plus, comme ils s'appellent tous Traoré, ils s'appellent tous Sako, ils s'appellent tous Konaté. À Paris, là, quand tu veux distinguer le Konaté malien du Konaté ivoirien, du Konaté guinéen, du Konaté sénégalais, voilà, tu peux passer ta journée là-bas à Paris. Moi, je ne cherche pas à les distinguer. Je ne vois en eux que des Africains. Oh, Moussa Mara, il va à Paris, il rassemble un conglomérat d'individus agglomérés selon cette géométrie factice qui avait permis à Aïnéa Camara de passer pour un individu connu à Abidjan, alors qu'en fait, c'était des militants du RHDP qui faisaient les bouches-trous dans sa salle. Un peu comme Charles Blé Goudé, quand il a été candidat dans la pseudo-élection de Ouattara en 2020. Charles Blé Goudé a organisé un meeting, et puis, non, pas Charles Blé Goudé, comment il s'appelle? C'est pas Charles Blé Goudé. C'est l'autre là, celui qui a violé notre pauvre sœur Sophie Dancia. Conan Kouadio Bertin. Voilà. KKB a organisé un meeting. Les militants de Ouattara sont venus remplir la salle pour donner l'impression que KKB était populaire. Même KKB était mal à l'aise face à son supposé public. Il ne les reconnaissait pas. Et eux-mêmes, ils ne savaient pas. Ils n'avaient jamais vu KKB d'aussi près. Et ils le trouvaient bizarre. Ah, c'est comme ça il est. Oui, c'est comme ça qu'il est. Mais c'est Ouattara et Téné Birahima qui vous ont envoyé faire de la représentation. Donc, en tout cas, Moussa Mara vient à Paris, il veut rencontrer les communautés maliennes. Ça encore, c'est son droit. Mais enfin, il rencontre un peu un melting pot de personnes. Et les véritables Maliens de France se rendent compte que cet imposteur est en réalité venu salir le nom de la patrie résistant contre le néocolonialisme, l'impérialisme et le terrorisme, qui est leur allié. Les véritables Maliennes et Maliens de France, comme un seul homme, sont sortis et ont chassé l'impropre. Ils l'ont chassé et il n'a dû la sauvegarde de sa sérénité qu'à l'intervention des forces de sécurité françaises qui ont volé littéralement son secours pour le sauver. J'ai regardé la vidéo, mais la colère montait. Les Maliens n'étaient pas du tout contents. Je voudrais ici féliciter le recteur de l'université de la langue de bois au Mali, Moussa Mara, pour la vitesse de son contact auprès des services secrets français. Parce que aussitôt, je crois qu'il leur avait dit, je ne suis pas sûr que je vais en revenir. Vraiment, je ne suis pas sûr. Oui, alors, patron, je ne suis pas sûr que je vais en revenir. Mettez des troupes en embuscade. Dès que ça chauffe, il faut qu'on vienne me chercher, il faut qu'on vienne me chercher, il faut qu'on vienne me chercher. Son aventure kidalienne lui est revenue en tête. Il s'est recru en train d'aller à un nouveau carnage. Pourtant, les Maliennes et les Maliens à Paris étaient simplement venus lui dire qu'il faut prendre les affaires du pays au sérieux. Le pays est attaqué. Les terroristes qui attaquent ce pays sont des organisations qui ont été armées par l'OTAN lorsque celle-ci a attaqué le Mali. Nous en avons les preuves par les emails de Mme Hillary Clinton. Nous en avons des preuves par la célèbre conversation Lavrov-Fabius. Nous en avons des preuves par l'aveu de mai 2017 du président Macron lui-même, accusant la France d'avoir commis une lourde faute en attaquant la Libye et en déclenchant la faillite des États du Sahel et la prospérité des groupes terroristes. Nous en avons des preuves, les preuves fourmies de cette collusion entre l'OTAN, les organisations terroristes et la déstabilisation en cours du Sahel et de l'Afrique. Donc les Maliens de France n'ont pas aimé que Moussa Mara vienne s'amuser avec cette tragédie. Au moment où les forces armées maliennes ont affronté à Tinzaouaten, à ciel ouvert comme ça, une coalition clairement composée de l'armée ukrainienne, c'est-à-dire de l'OTAN, composée de mercenaires venus de la sous-région CEDEAO, c'est-à-dire des valets de l'OTAN, composée des alliés algériens, des groupes terroristes, c'est-à-dire de l'OTAN. Au moment où le Mali affronte des ennemis à ciel découvert, à visage ouvert, d'une telle violence, comment ne pas comprendre
la légitime colère de la diaspora malienne de voir Moussa Mara venir jouer les recteurs de l'université de la langue de bois, alors que la tragédie du peuple malien est au cœur même de la tragédie de toute l'Afrique. Alors, le meeting que ce monsieur organisait à Paris ne sert à rien, parce que de toutes les façons, il ne peut pas résoudre le problème du Mali. S'il le pouvait, comme Premier ministre, il l'aurait résolu. Et en tant qu'opposant, il fait partie de ceux qui veulent, en réalité, que le président Assimi Goïta échoue, afin que sur cet échec, il puisse fonder le retour en force du bloc néocolonialiste à la tête du Mali. Et voilà pourquoi, politiquement, eh bien, Moussa Mara est à la recherche de renforts extérieurs. Bon, bien sûr, je vous parle encore de lui. J'ai bien noté qu'il a dit qu'il renonçait à ses émoluments en tant qu'ancien Premier ministre malien. Mais ce n'est pas parce qu'il a renoncé à ses émoluments en tant qu'ancien Premier ministre malien qu'il n'est pas aidé par ses alliés extérieurs. On voit très bien la promptitude avec laquelle les forces de sécurité françaises sont venues sécuriser son meeting, qu'il bénéficie de soutien extérieur. On voit très bien que M. Moussa Mara, comme la plupart des opposants maliens, est en odeur de sainteté chez le vice-roi de la France-Afrique, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre, burkinabé de Sendou, pour troubler toute l'Afrique, avant d'être bientôt dégagé. On sait très bien comment tous ces opposants actuellement au régime du président Goïta au Mali, eh bien, sont bien traités en Côte d'Ivoire, bien traités au Bénin, bien traités au Sénégal. Cela est un secret de polichinelle. Donc, M. Moussa Mara, en réalité, est venu chercher des renforts dans l'espoir que le président Goïta et ses compagnons échouent dans l'œuvre de libération définitive de leur pays, qu'ils soient confrontés à des problèmes qui permettront à la réaction, expression qui en politique veut dire le retour du refoulé passé, de reprendre le pouvoir. Alors, il a donné un deuxième acte, il a posé un deuxième acte. Sur le premier acte, félicitons le recteur de l'Université de la langue de bois pour la vigueur de ses jarrets. Il en a fait un usage discipliné. Alassane Dramane Ouattara a déjà enseigné à tous ceux qui trahissent les peuples africains qu'il faut avoir des compétences physiques particulières, notamment dans l'art de l'échapper, l'échappement. Quand je regarde les vidéos de Paris, je peux féliciter M. Moussa Mara pour la vitesse à laquelle il s'est engouffré dans les véhicules de sécurité protégés par les forces françaises pour échapper, comme Alassane Dramane Ouattara, en des circonstances relativement comparables, à la furie de son peuple. Monsieur le recteur, félicitations. Continuez à faire du footing, ça sera utile. Votre mentor abidjanais Alassane Dramane Ouattara, lui, il avait développé une aptitude particulière dans l'alpinisme. Et c'est grâce à lui qu'a été promu un nouveau sport olympique, olympico-politique, qui s'appelle le sauter-clôture. Sauter-clôture. Alassane Dramane Ouattara n'a pas besoin d'une perche pour s'envoler quand il a le feu aux fesses, à la suite précisément de ses propres turpitudes. Donc on peut saluer, on peut féliciter le recteur Moussa Mara pour la vitesse avec laquelle il a trouvé la porte de sortie. Et lui demander de remercier ses tuteurs, les autorités françaises, car d'autres n'ont pas eu la même protection dans cette ville de Paris, dans des circonstances similaires. Maintenant, il a posé un deuxième acte qui nous intéresse, Moussa Mara. Moussa Mara est allé à la télévision TV5. Et là-bas, il a donné une interview dans laquelle il s'est adonné à son art favori. J'aimerais que vous écoutiez ce qu'il a dit. C'est tout simplement incroyable. Incroyable. Ce qu'il a dit à propos de ce qui se passe au Mali est incroyable. Nous allons l'écouter quand même. Et lui porter la contradiction mot à mot, pied à pied. Parce que vous savez, lui, il ne faut pas le laisser partir. Moussa Mara est particulièrement fâché parce que le président Assimi Goïta est élevé au grade de général d'armée et que ses compagnons ont été élevés respectivement au grade de général des corps d'armée et puis de général de division. Moussa Mara est particulièrement en colère contre cela. D'abord, j'aimerais me poser la question de savoir son problème c'est quoi? Est-ce qu'il est militaire? Mais enfin, écoutons-le. Ça va être intéressant de voir les arguments élaborés par Moussa Mara
pour dénoncer ce qu'il estime être un abus de pouvoir. Un abus de pouvoir. Le fait que le président Goïta eh bien, soit élevé sous son propre mandat et sous sa propre direction du pays au grade de général d'armée, pour lui c'est un abus de pouvoir. Le fait que les 5 colonels deviennent pour les uns deviennent pour l'essentiel généraux de corps d'armée, que certains passent de général de brigade ou de colonel à général de division, Moussa Mara est particulièrement fâché contre cela. Bon. Mais essayons de voir l'argument produit par le célèbre recteur de l'Université de la langue de bois, interrogé par TV5. TV5, un média sur lequel vous pouvez quotidiennement entendre tous les ennemis de l'Afrique et du Mali en roue libre. Cette actualité malienne nous emmène notamment à ce qui s'est passé cette semaine. Les Maliens ont pu assister à travers leur télévision à l'élévation d'Assimi Goïta au grade de général d'armée 5 étoiles, ce qui fait de lui le plus haut gradé du pays. Le chef de la junte et président de la transition a par la suite décoré 5 officiers qui ont mené à ses côtés le coup d'État d'août 2020. Ces ascensions suscitent des interrogations compte tenu de la situation sécuritaire dans le pays. Ces récompenses, qu'en pense Moussa Mara, l'ancien Premier ministre malien? Nous lui posons la question, il est notre invité ce soir. Moussa Mara, merci et bienvenue bienvenue sur ce plateau. Écoutez-le. C'est une des rares voix politiques maliennes à s'être exprimée à ce sujet. Pour quelle raison? Simplement parce que je suis un leader politique. Je suis impliqué dans la quête du pouvoir, dans l'amélioration du sort de nos compatriotes. On s'arrête là. On va le prendre mot par mot. J'espère que vous avez entendu. Il dit pourquoi il dit ça. Parce qu'il veut être président. Sa phrase, je suis impliqué dans la quête du pouvoir, ça veut dire je veux être président de la République. Moussa Mara, il faut être courageux un jour. Tu veux être président de la République, c'est ton droit, mais il faut dire ça clairement aux Maliens. Il faut Kouma d'une manière claire. Et puis on va quitter ici. C'est quoi ça? Je suis impliqué dans la quête du pouvoir. C'est quoi ces phrases? On va apprendre à Moussa Mara à parler clairement. Vous voyez, Moussa Mara est candidat à l'élection présidentielle du Mali. D'accord? Mais comme il ne sait pas parler clairement, parce que c'est le recteur de l'ULM, ULBM, Université de la langue de bois du Mali, il nous dit quoi? Écoutons-le. Je l'ai attrapé aujourd'hui. Il ne bouge pas. Moussa, vous ne bougez pas. Au grade de général d'armée 5 étoiles. Il faut que vous l'écoutiez une deuxième fois. Ce qui fait de lui le plus habituez-vous à lui. Du pays. Quand il veut glisser, vous l'attrapez. Vous dites non. Dis ça clairement. Il a décoré 5 officiers qui ont mené à ses côtés le coup d'État d'août 2020. Ces ascensions suscitent des interrogations compte tenu de la situation sécuritaire dans le pays. Ces récompenses, qu'en pense Moussa Mara, l'ancien Premier ministre malien? Nous lui posons la question, il est notre invité ce soir. Moussa Mara, merci et bienvenue bienvenue sur ce plateau. Vous êtes une des rares voix politiques maliennes à s'être exprimée à ce sujet. Écoutez, avant que Moussa Mara ne parle, on corrige le journaliste aussi. Le journaliste français, d'origine africaine, antillaise à tout prendre, puisque je vois qu'il est de couleur noire, il dit que ce qui est étonnant, c'est que les grades de généraux soient accordés au président Goïta et ses compagnons pendant une période assez particulière liée à la situation sécuritaire du pays. C'est ça qui est étonnant, n'est-ce pas? Ok. Mais ce journaliste de TV5 devrait étudier l'histoire de France, que moi j'ai étudié. Le colonel de Gaulle a été nommé général pendant que la France était attaquée par l'Allemagne. Il a été nommé général par le ministre, le secrétaire d'État à la Défense d'un gouvernement qui était sous la férule du maréchal Pétain. Voilà quelqu'un qui vient nous dire que quand il y a une situation militaire exceptionnelle dans le pays, on ne doit pas changer de grade. Alors que celui qui a fondé la 5e République a été promu général par l'administration qui devait s'avérer vichiste. L'administration qui a trahi la France, qui a trahi le peuple français, celle de Pétain. C'est elle qui a nommé de toute urgence le colonel Charles de Gaulle, général, au début juin 1940, avant que celui-ci d'ailleurs ne s'évade, ne s'enfuit pour engager la rébellion. Donc avant de venir ici, poser des questions orientées à un responsable politique malien néocolonisé, il faut au moins bien maîtriser l'histoire de France. Le général de Gaulle a été nommé général en temps de guerre. Un journaliste français qui fait de la nomination au grade de général en temps de guerre, eh bien, une faute, devrait commencer par critiquer le général de Gaulle avant de s'occuper du Mali. Écrivez ça. Écrivez ça. D'accord?
C'est pour ça qu'il me persécute ici, parce que moi, j'étudie les dossiers. Le plus célèbre des généraux de France, De Gaulle, il a été fait général par qui? Par un gouvernement qui devait être déclaré gouvernement traître à la patrie. Ils l'ont nommé général. Il était colonel, on l'a nommé général et on l'a nommé sous-secrétaire d'État. Ça ne lui a pas plu, parce que c'était même pas assez pour lui. Il est entré en rébellion, il a fui en Angleterre. Oui ou non? Et un journaliste de TV5 devrait commencer par dire, on a connu en France des promotions au grade de généraux en période de guerre. Ce fut le cas du général de Gaulle, en juin 40, qui est promu général par le gouvernement qu'il devait quitter, et qui va un temps être sous-secrétaire à la Défense, avant de partir en exil et de monter la rébellion, qui s'appellera plus tard la Résistance. Voilà! On pourrait dire Assimi Goïta semble marcher ainsi dans les pas du général de Gaulle. En période exceptionnelle, les élévations de grade peuvent répondre à des nécessités opérationnelles des armées. Si ce gars-là connaissait l'histoire, c'est comme ça qu'il avait commencé sa question. Mais apparemment, quand il pose des questions aux Africains, il part du principe que les Africains ne connaissent pas l'histoire. Bon, écoutons Moussa Mara, toujours une deuxième fois. Il ne peut pas dire qu'il est candidat à la présidence de la République, il dit que quoi? Pour quelle raison? Simplement parce que je suis un leader politique. Je suis impliqué dans la quête du pouvoir, dans l'amélioration du sort de nos compatriotes. Je tiens à vous rappeler que l'amélioration du sort des Maliens passe après la quête du pouvoir. Ce qui est important pour Moussa Mara, c'est la quête du pouvoir. Ça, c'est son objectif numéro 1. Et ce n'est qu'en numéro 2 qu'il cite l'amélioration du sort des Maliens. C'est-à-dire que, à la limite, si le sort des Maliens ne s'améliore pas, ce n'est pas grave. Du moment que Moussa Mara aura atteint son premier objectif, à savoir arriver au pouvoir, il sera arrivé. Donc voilà quelqu'un qui veut être président pour être président. C'est ça son premier objectif. Je veux être président. Ce n'est donc pas un leader serviteur de son peuple, mais c'est quelqu'un qui veut se servir de son peuple. Quelqu'un qui veut servir son peuple commence à dire en quoi il pense pouvoir être utile à son pays. Il commence par se mettre à la disposition du peuple de son pays. Il commence par servir son peuple avec détachement. Mais celui-ci demande déjà au peuple, avant toute discussion, faites que je sois président. Quand je serai président, on verra vos problèmes après. Je suis impliqué dans la quête du pouvoir. Ça veut dire, je suis prêt à tout pour être président. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Mais une ambition purement narcissique, n'est-ce pas? La suite. Et sur les questions d'intérêt national, je me dois simplement de donner mon opinion. Voilà, donc les questions d'intérêt national chez Moussa Mara viennent après la quête du pouvoir. Il lui faut d'abord le pouvoir. On va voir l'intérêt national des Maliens après. Voilà l'homme. Suivons-le. Et en l'occurrence, sur ce dossier, ce que j'ai indiqué, ce n'est pas tant le fond de la décoration qui est le problème, mais c'est d'abord les conditions, la méthode employée, et ensuite le timing, c'est-à-dire le moment. Dans notre... Donc, le fond n'est pas en cause. Qu'est-ce que ça veut dire? En français clair. Je suis d'accord que le président Assimi Goïta soit désormais général d'armée. Mais si tu es déjà d'accord, pourquoi tu discutes? Si au fond tu es d'accord, est-ce que quand on est en temps de guerre, les histoires de forme là, c'est ça qui doit nous retenir? Si au fond tu es d'accord, pourquoi tu parles encore? Quand tu dis au fond, je suis d'accord, c'est fini. Comme nous sommes en période de guerre, l'essentiel est que tu sois d'accord au fond. La forme, elle est secondaire dans une situation d'urgence de guerre par rapport au fond. Car en fait, le tigre ne chante pas sa tigritude. Il attrape sa proie et la dévore, comme le disait Wole Soyinka. Un général d'armée est un général d'armée. Quand il mérite ses grades de général d'armée, il les porte. Il n'a pas besoin d'attendre quelqu'un. Quand il les mérite, il les porte. Le tigre ne chante pas sa tigritude. Il attrape sa proie et la dévore. Qui, plus qu'Assimi Goïta, dans l'armée malienne aujourd'hui, mérite le grade de général d'armée. De l'avis de tous ses compagnons, c'est lui. Donc, il passe ici de l'acte, de la parole à l'acte. Tout le monde sait que c'est lui.
Est-ce que Moussa Mara peut être général d'armée du Mali? Aujourd'hui, non. Qui au Mali peut être général d'armée du Mali? Aujourd'hui, personne d'autre. Assimi Goïta. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a mené le combat de la deuxième libération du Mali. Écrivez ça. Il n'est même pas capable de le dire. Pourquoi est-il d'accord au fond? Assimi Goïta a réussi là où 30 ans avant lui, aucun dirigeant malien n'a réussi. Débarrasser le Mali de la présence encombrante des conseillers militaires des puissances néocolonialistes et impérialistes. Depuis le coup d'État qui a renversé le président Modibo Keïta, le Mali est entré en situation de vassalité militaire continue. Même sous le vaillant président Moussa Traoré, lui-même finalement élevé au grade de général d'armée, le Mali n'avait pas l'entière autonomie militaire qu'il a aujourd'hui. Assimi Goïta est général d'armée, non pas par prétention, mais par mérite. Il a mené les actes d'un général d'armée. Il a conduit l'armée malienne à des victoires impensables en 2020, sous Ibrahim Boubacar Keïta. Impensable sous Dioncounda Traoré. Impensable sous Sanogo. Impensable sous Alpha Oumar Konaré. Des victoires impensables sous Amadou Toumani Touré. Ce n'était pas pensable, ce type de victoire. Impensable, ces victoires-là, sous le président, paix à son âme, eh bien, Moussa Traoré. Elles étaient pensables dans la dynamique souverainiste engagée par le président Modibo Keïta. Car lui, il voulait doter définitivement le Mali d'une armée populaire souveraine totale, qui recouvre tous les attributs du grand empire des 15e, 13e, 14e, 13e siècles. Voilà. Donc, il dit au fond, il est d'accord. Mais si tu es d'accord au fond, pourquoi tu viens emmerder les gens à Paris avec ça? Surtout qu'ici à Paris, nous avons l'exemple de quelqu'un qui a été fait général par ceux qu'il allait appeler les traîtres à la patrie. Pourquoi quand il a pris le pouvoir, que Pétain a fui à Vichy, pourquoi De Gaulle n'a pas arraché les grades que les traîtres lui avaient mis sur les épaules? C'est parce qu'il les méritait, De Gaulle. Il les méritait, oui ou non? Voilà. Tradition dans notre culture, on ne s'autopromeut pas, on ne se décore pas soi-même. C'est d'autres qui le font. Et c'est juste incroyable. Dans des situations de guerre, justement. Dans des situations de guerre comme celle que connaît le Mali. Est-ce qu'on ne reconnaît pas ici que dans ces conditions exceptionnelles, et d'ailleurs pour organiser, structurer, homogénéiser la hiérarchie de l'armée en situation de guerre, eh bien ces nominations sont légitimes? Vous voyez, quelqu'un qui dit qu'il est au fond d'accord, mais il utilise la forme pour dire que finalement il n'est pas d'accord. Donc finalement on ne sait pas finalement ce qu'il pense, Moussa Mara. Il est pour ou il est contre? Écoutez-le. C'est lui le défenseur de la tradition malienne. Et puis c'est à Paris qu'il vient de dire ça. qui a été fait par les leaders de la transition actuelle contredit cela. Si je me rappelle du passé, le général Amadou Toumani Touré. Voici quelqu'un de très amusant. Heureusement qu'on étudie tous l'histoire du Mali. La grande bataille de Kirina en 1235 entre Soundiata Keïta et Soumaoro Kanté. Mais c'est cette bataille qui a déterminé de qui allait être le Mansa incontestable du Mali. Pourquoi Soundiata Keïta a-t-il pu réunifier sous sa férule l'empire du Mali? Mais c'est sa victoire militaire sur Soumaoro Kanté. Ce n'était pas une affaire de la tradition. Tout le monde a vu comment il a vaincu Soumaoro Kanté. Quand il vainc Soumaoro, Soundiata se donne par là même le suprême grade de général de toute l'armée du Mali. Qui peut discuter, après la défaite de Soumaoro Kanté, qui peut discuter le grade de commandant en chef de toute l'armée de l'Empire du Mali à Soundiata Keïta? Mais c'est justement cette tradition de la bravoure militaire, comme critère d'excellence et de commandement, qui permet au président Assimi Goïta de jouir pleinement aujourd'hui du grade de général d'armée, du plus grand grade de son pays. Il a mené et il conduit courageusement la deuxième lutte d'indépendance de son pays. Et ça, ce sont des grades gagnés sur le terrain. Ce ne sont pas des grades de bureau, hein. Ce sont des grades gagnés au combat,
des grades gagnés dans le mérite. Et la tradition africaine privilégie le mérite. La tradition africaine privilégie le mérite. Dans la situation que traverse le Mali aujourd'hui, le président Assimi Goïta a la confiance de son peuple. Et il peut, en effet, être élevé avec l'approbation de ce peuple au grade suprême de l'armée. Cela ne pose de problème à aucune Malienne, à aucun Malien en bonne santé mentale. Écoutons-le toujours. A été décoré par le président Alpha Omar Konaré après son élection. Il aurait été convenable que les autorités qui viendront après la transition fassent cette promotion. Ok, le président Alpha Omar Konaré a décoré le général Amadou Toumani Touré. Mais pour quel fait d'armes? Amadou Toumani Touré, son fait d'armes, c'est d'avoir su récupérer et accompagner la révolution malienne qui avait fait tomber le général Moussa Traoré. Ou bien il a fait quelque chose d'autre. Si la jeunesse malienne n'était pas massivement sortie dans les rues, obligeant le général Moussa Traoré à renoncer à un carnage populaire et à abandonner le pouvoir, mais où est-ce que ATT aurait eu la force de sortir pour prendre le pouvoir en 91? Donc son fait d'armes, c'est d'avoir accompagné la révolution. De ce point de vue, il n'a rien fait qu'Assimi Goïta n'ait pas fait. Il y avait la révolution aussi au Mali contre Ibrahim Boubacar Keïta. Et Assimi Goïta et ses compagnons de l'armée sont sortis pour accompagner le peuple. Mais ils ont fait plus. Moi, je ne veux pas contester le fait que, paix à son âme, le président Amadou Toumani Touré soit général d'armée. Mais je veux dire que Assimi Goïta mérite encore davantage le grade de général d'armée qu'Amadou Toumani Touré, du point de vue militaire. Parce qu'Amadou Toumani Touré a été président du Mali, mais il n'a pas pu débarrasser le Mali de la présence à l'intérieur de sa hiérarchie du commandement néocolonialiste militaire français. Il n'a pas pu débarrasser le Mali de l'installation prolongée de cette engeance onusienne. Ni lui, ni Alpha Omar Konaré, ni personne avant le président Assimi Goïta. Son mérite est là. Si le grade de maréchal n'était pas un grade maudit en Afrique, moi je lui aurais suggéré volontiers d'aller plutôt maréchal. Mais je n'aime pas le grade de maréchal, personnellement, à cause des malédictions qui sont liées à ce grade. Moi, les sacrifices du président Goïta pour le pays sont tellement importants, tellement bons, que je lui souhaite même de ne pas avoir envie du grade de maréchal. Parce que tous les maréchaux que nous on a connus en Afrique, là, ça porte malheur. On devrait même éliminer ce grade-là. Maréchal Pétain, Maréchal Mobutu, Maréchal Idriss Déby, Maréchal Gafar El Nimeri. Moi, je n'aime pas le grade-là. Quand je reverrai le président Goïta, je lui dirai, président, Dieu vous a donné, la nation vous a donné, ne prenez pas plus. Maréchal, c'est pas bon. Vous voyez, moi j'ai souvent tort, hein, parce que j'ai raison trop tôt. Mais je le dis. Je le dirai si je revois le président. Tous mes respects, Excellence. Mon petit conseil, votre frère qui vous accompagne dans cette révolution malienne, il ne faut pas prendre maréchal, pardon. Parce qu'il y a trop de maréchaux qui ont mal fini en Afrique. Ne prenez pas ça. Vous n'avez plus besoin. Général d'armée, c'est bon. Iko Kagne, c'est bon même. Maréchal Bokassa, Maréchal Mobutu, Maréchal Gafar El Nimeri, pardon. Maréchal Pétain, pardon. Maréchal Idriss Déby, pardon. Voilà, il ne faut pas prendre ça. Président Goïta, si vous m'écoutez ce soir aussi, un de vos conseillers m'écoute ce soir, qu'il vous dise, votre frère dit, Maréchal là, il ne faut jamais penser à ça. Général d'armée, Iko Kagne. C'est très bon. Vous comprenez? Donc, Moussa Mara est simplement jaloux là. Voilà quelqu'un qui n'a pas pu commencer ne serait-ce que l'autodétermination sécuritaire de son pays. Ceux qui l'ont fait sont honorés et ça lui fait mal. Moussa Mara, les gens qui ne sont pas forcément de votre opinion vous diront
que ces décorations, cette promotion figurait au sein des recommandations après le dialogue intermalien. Absolument. Pourquoi est-ce que ça vous attriste que les autorités aient appliqué cette sauf que mesure? ce dialogue avait des termes de référence qui ne prévoyaient pas du tout une discussion sur cette thématique, comme il ne prévoyait pas du tout une discussion sur la possibilité pour les leaders de la transition de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est devenu comme un cheveu dans... Ah, mais voilà. Là, on l'a pris. Donc, son problème à lui, c'est qu'il ne voulait pas que le président Assimi Goïta soit éventuellement candidat à la prochaine élection présidentielle. Le mot est lâché, là. Il dit qu'on aurait dû discuter de la question de savoir si les militaires actuellement au pouvoir au Mali auraient le droit d'être candidats à une élection présidentielle. Il dit qu'on aurait dû discuter du fait de savoir si les militaires actuellement au pouvoir au Mali auraient droit à une promotion dans l'armée. Donc, il est là pour ça. Vous voyez, tout tourne dans la tête de Moussa Mara autour de la conquête du fauteuil présidentiel. Et en fait, tout ce qu'il raconte n'a pour but que ceci. Je ne suis pas content parce que ces gens retardent la réalisation de mon rêve de bébé, mon rêve d'enfant. Je me suis toujours vu président du Mali. Et le fait que désormais la Constitution permet, sous des conditions précises, aux officiers qui dirigent actuellement le Mali d'être éventuellement candidat, au président Assimi Goïta d'être éventuellement candidat à la future élection présidentielle. S'il a quitté 4 mois avant l'élection, eh bien l'exercice de ses fonctions dans la transition, ces conditions-là, c'est de cela qu'il se plaint. En fait, il se plaint parce qu'il sait qu'il ne peut pas battre le président Assimi Goïta aux élections. Si le président Assimi Goïta est candidat, Mara sait qu'il va perdre. Donc il souhaite qu'Assimi Goïta ne soit pas éventuellement candidat pour que lui, il ait des chances de gagner dans une élection étriquée, dans laquelle, croit-il, avec leur traditionnelle méthode, arroser les foules, tromper les foules avec des discours lénifiants, faire boire du déguet par-ci, de la bière par-là, du dolo par-ci, du mil par-ici, et faire des promesses de nomination et de positionnement sociaux, il pense que c'est comme ça qu'il peut gagner. Erreur. Les plans de Moussa Mara sont troublés. Il pensait que les militaires allaient libérer le pouvoir pour que lui vienne s'asseoir. On lui dit le pays est en danger, on ne peut pas laisser le pays entre les mains d'un amateuriste. On ne peut pas laisser le pays entre les mains d'un individu louvoyant, d'un individu qui n'a pas une doctrine émancipatoire claire. Et par conséquent, les Maliens seront bien invités à choisir entre préserver la stabilité, la justice, la liberté, la souveraineté de leur pays et toute autre aventure. Ils auront ce choix. Moussa Mara continue à vous plaindre. La soupe comme quelque chose qui était préparé. L'autre élément sur lequel j'ai insisté aussi, c'est le timing, le moment. Nous sommes dans un moment de grande difficulté financière. Diriez-vous que ce moment était mal choisi? Absolument, puisque nous sommes dans un grand moment de difficulté financière et économique. Les leaders de la transition elles-mêmes. L'argument de la difficulté financière et économique ne passe pas. Le Mali est capable de payer son armée. À ma connaissance, les soldes des soldats sont payés. Est-ce que l'État malien est en cessation de paiement? Ça, c'est d'une. De deux. Mais si cette armée n'a pas une hiérarchie homogène avec sa hiérarchie politique, mais les désordres qui pourraient naître de la cacophonie dans la hiérarchie de l'armée malienne, ces désordres pourraient coûter plus cher, même financièrement au Mali, en termes de dégâts, en termes de conflits, en termes de désordre. Non, il parle du Mali tel que les néocolonialistes français aiment en parler. C'est un pays pauvre, c'est un pays qui n'a pas d'argent. Ce n'est pas vrai. Qui vous a dit que le Mali n'a pas d'argent? Le Mali n'est pas un pays pauvre. C'est un pays appauvri. Ce n'est pas la même chose. Et maintenant qu'il est en train de nationaliser ses réserves d'or, le Mali va être bancable. Ce n'est pas payer un général d'armée, un général, 5 généraux de division supplémentaires. Ce n'est pas cela qui peut déséquilibrer le budget de l'État malien. Ne vous moquez plus du Mali. Moussa Mara, vous avez été élevé à la gamelle du FMI, de la Banque mondiale, de l'aide française au développement. Ça, je sais. Que dans votre théorie économique, il n'y a pas de place pour l'idée d'un financement endogène de l'économie malienne. Mais nous, panafricanistes révolutionnaires, réfléchissons en termes de capacité autonome de financement. Et nous savons que le Mali peut payer. Et le Mali paye. Le fonctionnement de l'État malien actuel se fait sur ses ressources propres, à presque 100%.
Voilà la vérité de quelqu'un qui suit les choses sur place. Et vous, vous mentez à Paris. Salue tous les jours la résilience de nos compatriotes en leur demandant de patienter, de se serrer la ceinture. Je pense que ce n'est pas le moment pour eux de s'adjoindre des grades supplémentaires qui ont des coûts, même si les coûts ne sont pas significatifs, mais la symbolique. Et avec les avantages. Vous voyez quelqu'un comment il ment? Il s'adjoint des grades supplémentaires qui ont des coûts, même si les coûts ne sont pas significatifs. Vous voyez? Vous voyez comment le même type dans la même bouche dit une chose et son contraire? Si l'élévation au grade de général de division, l'élévation au grade de général d'armée coûte cher, tu ne peux pas dire juste après, les coûts ne sont pas significatifs. Donc ça ne coûte pas cher. Si ça ne coûte pas cher, pourquoi ça t'énerve? Est-ce qu'il ne le mérite pas? Le journaliste français auquel vous êtes en train de parler est d'un pays où le général de Gaulle a été fait général par un gouvernement qu'il devait considérer comme un gouvernement de traître. Et il n'a pas refusé le grade. Le journaliste devrait lui dire, mais nous en France, on a connu cela. Le colonel de Gaulle a été fait général par le régime qu'il allait quitter et dont il allait démissionner pour devenir rebelle et puis chef de la résistance. Donc, on ne devrait pas être particulièrement choqué que quelqu'un qui a libéré Kidal, qui a libéré Tombouctou, qui a libéré Tessalit à Guelhok, que quelqu'un qui maintenant, jusqu'aux confins de Tinzaouaten, fait respecter la nation malienne et qui a impulsé la révolution sahélienne aux côtés de ses compagnons du Burkina Faso et du Niger et qui inspire aujourd'hui les Africains du monde entier, on ne devrait quand même pas être choqué qu'il obtienne symboliquement justement le grade de général d'armée. D'autant plus qu'on sait que ce grade de général d'armée ne lui apporte pas plus d'argent qu'il n'en a en tant qu'actuellement chef de la transition. Le même Moussa Mara dans la même bouche dit que c'est vrai que financièrement parlant, ça n'ajoute pas grand-chose à leurs revenus. Mais si ça n'ajoute pas grand-chose à leurs revenus, voilà donc ce qu'on appelle la reconnaissance symbolique de la patrie. C'est encore plus méritoire pour eux, n'est-ce pas? Moussa Mara est un menteur. Qui vont avec. Absolument. En août dernier, justement, en parlant d'avantages, en août dernier, vous avez publiquement renoncé aux privilèges associés à votre statut d'ancien ministre, ancien Premier ministre au Mali. Absolument. Pour quelle raison? Vous souhaitiez donner l'exemple? Absolument, mais absolument, parce que je voulais faire écho à ce que les leaders de la transition eux-mêmes disent depuis maintenant quelques mois, c'est de dire le pays rencontre des difficultés, il faut réduire le train de vie de l'État. Les Maliens doivent patienter, les conditions vont être meilleures plus tard. Sauf que ces leaders... Non, mais ce n'est pas vrai. Il peut en effet se priver de sa solde d'ancien Premier ministre du Mali, mais d'abord parce que c'est un homme politique qui a une longue carrière. Il a dû préparer ses arrières, d'une part. Et d'autre part, il bénéficie de soutiens étrangers. C'est évident. Donc Moussa Mara veut prendre les gens pour des cons, quoi. C'est un homme politique, c'est un homme d'État qui a quand même connu le faste de l'État pendant un certain nombre d'années. Il a eu le temps d'accumuler quelques moyens substantiels. Par ailleurs, aujourd'hui, il bénéficie du soutien politique d'un certain nombre de pays de la CEDEAO et du soutien politique français. Bon, ce soutien politique, pour un homme d'État, se traduit également par des facilitations de vie, incontestablement. Sinon, il n'aurait pas vu sa peau sauvée à Paris de la furie des Maliens. Voyez simplement la mobilisation des forces de défense et de sécurité qu'il y a eu à Paris pour le tirer d'affaire. Je suis impressionné par le peloton qui s'est déplacé pour Moussa Mara. C'est énorme. Rien que la dépense que le contribuable français a dû consentir pour que des forces de sécurité viennent extirper Moussa Mara de l'endroit où il était en difficulté à Paris, mais ça coûte très cher. Nous payons les impôts ici, M. Mara. Si vous ne savez pas que vous avez de l'argent, nous savons comment vous l'avez, puisque de toutes les façons, à cause de vous, nous dépensons ici. À cause de vous, on dépense. Regardez la vidéo de l'intervention des forces de police pour l'extirper du lieu où il tenait son meeting incongru. Mais cette intervention, elle a coûté combien à l'État français? Quand on déplace comme ça une unité de police, avec des véhicules, les fonctionnaires de police, peut-être de gendarmerie, même peut-être des agents des services secrets qui sont mobilisés. Ça coûte combien une intervention comme ça, Moussa Mara? C'est avec votre salaire, là, d'ancien Premier ministre malien que vous payez ça? Ou c'est avec les impôts des Français? Si on mobilise l'argent public français pour vous protéger en France, c'est parce que vous êtes un protégé de la France. Parce qu'il y a des tas de gens qui voient leur meeting perturbé à Paris,
par des partisans fâchés sans qu'on déploie une telle force d'intervention. Donc voilà quelqu'un qui veut nous dire qu'il ne bénéficie pas de moyens exceptionnels, alors qu'on voit des moyens exceptionnels mobilisés pour lui. Ça là, on a vu ça, on a la vidéo. Qu'ils nous disent combien on a dépensé pour l'extirper de son meeting ambigu. Combien? Qu'ils nous disent. Écoutons-le. Eux-mêmes ne donnent pas cet exemple. Ah Donc bon? il y a un écart entre ce qui est pratiqué et ce qui est observé. C'est pourquoi moi... Moi, je ne comprends pas. Alors, vous voyez comment il s'exprime. Il y a un écart entre ce qui est pratiqué et ce qui est observé. Alors, qu'est-ce qui est observé? Vous avez dit tout à l'heure que les grades de général de division et de général d'armée ne rapportent presque rien financièrement. Où est l'écart alors? Qu'est-ce qu'on observe? Vous voyez comment ce monsieur-là, c'est vraiment un spécialiste du confusionnisme verbal. Le cafouillage verbal. Il a investi dedans. C'est pour ça que je l'ai désigné recteur de l'université de la langue de bois du Mali. Il y a un écart entre ce qui est observé et ce qui est pratiqué. Vous nous avez dit tout à l'heure, Moussa Mara, que cette augmentation de grade, financièrement, ne représente pas grand-chose. Vous dites que ça ne représente pas grand-chose. Maintenant, où est l'écart? Où est donc l'écart? Où est l'écart? C'est une honte. C'est une honte d'avoir des hommes politiques de cette nature. Je dis, je perçois des subsides de l'État, je renonce à ces subsides et je les invite, responsables du pays aujourd'hui, de joindre l'acte à la parole et de faire des économies à notre trésor qui souffre. Après ces promotions, craignez-vous une militarisation de la sphère politique au Mali? C'est déjà le cas pendant... Vous avez bien compris que le journaliste et lui se sont entendus sur les questions. Le journaliste qui est aussi, bien sûr, formé à l'école journalistique de langue de bois, lui demande « Est-ce que vous craignez une militarisation de la sphère politique au Mali ?» Ça veut dire que, est-ce que vous craignez que le président Assimi Goïta gagne la prochaine élection? Oui, ils sont là que pour ça. Leur problème, c'est de savoir si ils peuvent récupérer le pouvoir au Mali à travers un valet du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. C'est la seule question qui les unit, Moussa Mara et le journaliste qui l'interviewe. Comment faire pour reprendre le Mali que nous avons perdu? Comment faire pour reprendre le contrôle sur le Mali que nous avons perdu? Donc on lui dit, à cette allure-là, on sent que les militaires, le militaire en chef, le général d'armée, va sans doute gagner l'élection présidentielle qui arrive. Dans ce cas-là, on fait comment? Parce que nous, on veut revenir. On veut revenir, on a besoin d'uranium, on a besoin de gaz, de pétrole. Sans l'Afrique, nous ne sommes rien. On ne vous a pas dit ça ouvertement depuis, mais en fait, sans l'Afrique, nous ne sommes rien. On veut revenir. Alors, vous qui êtes nos représentants en Afrique, dites-nous, on revient comment? C'est la question qui est posée. Si le journaliste était sérieux, il formulerait la question comme cela. Comment nous, on revient dans cette affaire? Comment vous nous faites revenir en force au Mali? C'est la question qui est posée à Moussa Mara. Et écoutons la réponse du malin. Cette transition, puisque la transition est dirigée par les militaires, ce qu'il faut simplement souhaiter, c'est que les autorités de la transition, avec les acteurs politiques, avec la société civile, se donnent la main pour fixer un chronogramme de fin de transition, avec des actions. Sa phrase veut dire, ce qu'il faut espérer, c'est que les autorités militaires actuelles me donnent le pouvoir. Se donnent la main. Vous voyez, il y a sa main qui est tendue. Depuis mon enfance, je rêve d'être président. Donnez-moi. C'est tout ce que je veux. Même si c'est une journée, donnez-moi le poste de président. Il l'a dit au départ. Hein. Tout ce qu'il faut, c'est que les militaires donnent le pouvoir aux civils. Pour faire face aux difficultés de l'heure, mais avec des actions pour, je dirais, aller vers des élections crédibles, transparentes, qui fermerait cette parenthèse qui a duré déjà plus de 4 ans. La promotion de ces militaires au pouvoir pourrait-elle être d'une certaine manière... Donc, il considère que le passage du président Goïta au pouvoir est une parenthèse. Il faut que le président Goïta parte pour que lui vienne. N'est-ce pas? Il faut qu'on lui donne le pouvoir. Hein? Il faut fermer la parenthèse en organisant des élections transparentes, c'est-à-dire des élections que lui, il va revendiquer comme ayant gagné. C'est ça qu'il entend par élection transparente. C'est ça son langage. Hein. Écoutons-le. Manière un verrouillage du pouvoir au profit de l'élite militaire et au détriment des civils qui sont... Le vis-à-vis français lui dit « Oh, mais quand même, c'est quand même grave. Hein. Comment on va faire? L'affaire là est fermée. Qui peut battre Assimi Goïta à une élection présidentielle dans les conditions actuelles? Ça va être difficile, dites-nous quand même. Comment vous comptez faire, Moussa Mara? Écoutez l'homme. Écoutez le recteur.
qui doivent revenir au pouvoir. Je ne le souhaite pas pour les autorités militaires et pour notre armée, et je ne le souhaite pas pour notre pays, parce que si la promotion au grade de généraux, la promotion à d'autres grades requiert que des militaires prennent des responsabilités politiques, fassent des coups d'État, commettent des ruptures non constitutionnelles de pouvoir, le pays ne finira pas de connaître l'instabilité. Il faut que... Donc, là, Moussa Mara dit que si le président Assimi Goïta doit être candidat à la prochaine élection, ça veut dire qu'il faut d'autres coups d'État pour faire la même chose que le président Assimi Goïta aurait fait en 2020 contre Ibrahim Boubacar Keïta. C'est ça qu'il dit, hein, en langue simple. D'accord? Réécoutons-le, parce que je suis en train de vous le traduire aujourd'hui. Allons-y. Oui, parce que si la promotion au grade de généraux, la promotion à d'autres grades requiert que des militaires prennent des responsabilités politiques, fassent des coups d'État, commettent des ruptures non constitutionnelles de pouvoir, le pays ne finira pas de connaître l'instabilité. Il faut que nous revenions... Le pays ne finira pas de connaître l'instabilité si moi, Moussa Mara, je ne prends pas le pouvoir, si je ne suis pas président. Si le président Assimi Goïta est finalement candidat à l'élection présidentielle prochaine et qu'il me bat, je serai du côté de ceux qui vont essayer des coups d'État contre lui. Pourquoi? Parce que, en fait, Moussa Mara, il n'est pas opposé au coup d'État en tant que tel. Il est opposé au coup d'État populaire et révolutionnaire. Il y a deux sortes de coups d'État en Afrique. Il y a les coups d'État réactionnaires, néocolonialistes, qui sont faits pour maintenir les intérêts des puissances étrangères, qui dominent les Africains à travers des valets locaux. Et il y a des coups d'État révolutionnaires populaires, qui, eux, sont faits en faveur des peuples africains. Moussa Mara, qui est un néocolonisé, qui est un partisan du ronronnement pseudo-démocratique, droit de l'homiste, bon gouvernementiste, le ronronnement washingtonien et parisien, où il a été formé à cette langue de bois qu'il pratique d'une manière absolument scabreuse. Moussa Mara, que vous voyez, vient de dire que si, à l'issue de la transition, le président Goïta, devenu candidat à l'élection présidentielle, gagnait, alors le Mali continuerait à demeurer dans l'instabilité. C'est-à-dire que lui, il serait pour un coup d'État néocolonialiste pour rétablir un militaire en faveur du bloc néocolonialiste à la tête du Mali. C'est ça qu'il a dit, en termes simples. L'annonce d'une instabilisation, d'une déstabilisation future du Mali n'est rien d'autre que l'assomption de la participation potentielle à un coup d'État néocolonialiste. À l'ordre constitutionnel, que nous revenions à une gouvernance stable et une gouvernance, je dirais, vertueuse, que l'armée joue le rôle régalien qui lui incombe et que les autorités civiles gèrent le pays à la suite d'élections où les Maliens doivent avoir le choix de désigner qui ils souhaiteraient diriger leur pays. Donc vous avez bien compris que pour Moussa Mara, les militaires maliens ne sont pas des citoyens comme les autres. Ils n'ont pas droit aux fonctions politiques. Il faudrait lui rappeler que la 5e République française a été fondée par un militaire français, le colonel devenu général de Gaulle. Donc Moussa Mara déjà ne devrait pas prononcer une telle phrase en France, devant un journaliste français qui aurait le minimum de répartie et de culture historique nécessaire pour tenir une vraie émission d'actualité politique. Deuxièmement, je voudrais dire à M. Moussa Mara de s'intéresser à l'histoire des présidents successifs des États-Unis. J'ai dénombré une vingtaine de généraux, d'officiers supérieurs d'armée qui ont été élus présidents des États-Unis d'Amérique. Je dis bien une vingtaine de généraux de l'armée américaine ont été élus présidents des États-Unis d'Amérique. Qu'ils aillent voir quels étaient les grades de Eisenhower, les grades de Truman, les grades de Washington, qu'ils aillent voir les grades des présidents américains. Et il se rendra compte que l'armée américaine a fourni pratiquement 25 à 30% des présidents américains. Et qu'il regarde plus amplement tous les autres pays du monde, il verra que plusieurs dirigeants dans ce monde, même quand ils ont été élus en tant que civils après leur retrait de l'armée, plusieurs dirigeants en ce monde sont des anciens militaires. Les militaires ne sont pas des citoyens de seconde zone. Ils peuvent solliciter le suffrage universel de leurs concitoyens à condition de se retirer de leurs fonctions militaires, conformément aux termes de la loi, afin de se présenter aux élections populaires. D'accord?
qui plus est, un officier supérieur de la valeur du président Assimi Goïta, le Mali a intérêt à lui conserver tous ses rangs et grades militaires, même quand il deviendrait président de la République élu, parce que là, c'est un avantage pour le Mali d'avoir son plus grand chef militaire pour les prochaines années, élu président de la République du Mali. Ça s'appelle faire d'une pierre deux coups et donner au Mali justement le véritable gage d'une stabilité durable. Donc, c'est faux de dire que il y a incompatibilité entre la fonction militaire et la fonction politique. L'histoire prouve le contraire, à commencer par l'histoire de France. L'histoire de la 5e République française, fondée par un militaire. Comment s'appelait-il? Le général Charles de Gaulle. Nommé général par le gouvernement qui devait agir sous le contrôle de Pétain et dont il devait démissionner. Il est passé de colonel à général en pleine guerre, en juin 40. Voilà ce que l'histoire enseigne. L'histoire. Le rappel sauve l'âme, dit souvent si bien le président Abdourahmane Tiani du Niger. Moussa Mara, autre sujet. En ce moment, au Mali, le procès des affaires de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires surfacturés est suspendu. Le ministère public demande notamment de nouvelles auditions, celles notamment d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres dont vous faites partie. Absolument. Répondrez-vous à la convocation de la ministre de la Justice si vous êtes appelé? Absolument. Je l'ai toujours dit, nous sommes des justiciables comme n'importe quel justiciable. Donc, il y a une affaire de détournement de l'argent de la dotation de l'armée. Et le Premier ministre Moussa Mara pourrait être bientôt amené à témoigner sur cette affaire. Et il semble faire preuve ici d'une sérénité hors pair. La suite. Si la chambre d'instruction, maintenant à qui revient le dossier, nous invitait à venir témoigner, nous viendrons, en tout cas pour ma part, je viendrai et je donnerai toutes les informations qui sont à ma possession et qui sont à ma connaissance afin de faire avancer la justice. Là, il n'y a pas de doute. Alors, Moussa Mara, je précise pour nos téléspectateurs que vous êtes de passage dans la capitale française pour la rencontre notamment de la diaspora malienne. Écoutez, il y a eu un incident. Son compte rendu. Absolument, c'est cet incident d'ailleurs qui explique que j'ai rejoint un peu tard le plateau. C'est que je suis venu pour rencontrer les compatriotes. C'est vrai que quand vous regardez la séquence que je suis en train de vous faire écouter, vous vous rendez compte que Moussa Mara était arrivé dans le plateau de TV5 en courant. Il était en retard. Vous savez comme il avait démarré un marathon pour échapper à la colère des Maliens là où il faisait son meeting. Il est arrivé en courant, très essoufflé, à TV5. On le comprend. Si vous regardez à nouveau la vidéo que je vais mettre sous cette conférence, sur Facebook ou sur YouTube, vous allez voir qu'il est arrivé vraiment sur le plateau en courant. On se demande pourquoi il court. On n'est pas obligé de courir pour venir parler sur TV5. Nous, on n'a pas besoin de TV5 pour être connu. Là. On parle ici. On parle ici, c'est bon. Moussa Mara aurait pu s'exprimer sur sa chaîne YouTube, sa page Facebook, TikTok, etc. Bon, il serait au moins autant écouté. Hein? Bon, maintenant, écoutez la version que monsieur nous donne de l'incident qu'il a opposé à la colère du peuple malien à Paris. Voilà la version du recteur de l'université de la langue de bois. Écoutez-le. Jamais j'ai vu quelqu'un mentir avec autant de calme. Écoutez-le. Dans un certain nombre de lieux de regroupement qui sont les foyers des Maliens. Nous en avons organisé 3 depuis 3 jours. Bon, alors il a décidé d'aller dans des lieux de regroupement qui sont des foyers des Maliens. Mais moi, j'ai la chance de vivre ici en France depuis plus de 20 ans maintenant. Ce qu'on appelle les foyers des Maliens là, mais nous tous Africains, on est là-bas. Hein. Notre foyer des Maliens, des Sénégalais ici à Rouen, où on nous vend la nourriture africaine, le tchèp, on nous vend le poisson gris, on nous vend la nourriture traditionnelle malienne, etc. Là. Tous les Africains se retrouvent là-bas. Hein. Les foyers là, comme vous entendez là, c'est tous les Africains qui vont là-bas. Si moi là, je me lève, je vais demain au foyer. Le foyer malien, qu'on appelle encore le foyer sénégalais, etc. Ici, à Rouen, je vais rencontrer toutes les nationalités africaines. Parce que dans ces foyers-là, la nourriture est vendue moins chère. Dans ces foyers, les gens se retrouvent, surtout les musulmans, pour faire leurs prières. C'est un foyer où les gens viennent faire du petit commerce. On vend la cola, les petites choses qu'on vend à Bamako, à Dakar, là, vous retrouvez ça dans les foyers. En fait, c'est un lieu de rencontre entre des gens de plusieurs communautés qui viennent.
Si Moussa Mara est allé là-bas, c'est parce qu'il voulait bénéficier justement de la présence de plusieurs communautés pour avoir donné l'illusion de remplir la salle. Parce qu'il y a toujours des gens dans le foyer. Si je prends ma caméra là, je vais au foyer de Rouen. Et ici, vous allez voir, j'aurai plus de gens que Moussa Mara n'en a eu, qui vont se tenir autour de moi pour parler, pour discuter. C'est ce qu'il a fait. Dans ce malin-là, voulant donner l'impression que ce sont les Maliens qui viennent vers lui, en fait, il va dans l'endroit où tu rencontres le plus grand nombre d'Africains possible. Parce que les gens viennent manger là, c'est moins cher. Certaines années même, un plat ici au foyer sénégalais, au foyer malien de Rouen, là, un plat, c'était 1 euro. Avec 1,50 €, tu as vraiment un plat de tchèp. Donc les gens qui vraiment ont des économies un peu difficiles viennent là. Et nous qui aimons la saveur de la cuisine africaine, moi j'allais de temps en temps, surtout après le foot, acheter de la nourriture au foyer. Et je rencontrais là-bas des Maliens, des Guinéens, des Camerounais, des Gabonais, des Sénégalais. C'est vrai ou c'est faux? Tous ceux qui vivent en France, c'est pas vrai? Les foyers là, est-ce que c'est les endroits où on rencontre seulement les Maliens? Si tu veux rencontrer les Maliens, tu prends une salle à part. Une salle à part. Et tu dis, Maliens, venez. Et comme tu veux rencontrer les Maliens, tu surveilles même les pièces d'identité à l'entrée de la salle. Puisque tu veux parler essentiellement aux Maliens. Tu dois avoir un service de sécurité pour vérifier que ce sont les Maliens qui sont entrés dans la salle. Vous êtes Malien, oui. Vous pouvez nous montrer une pièce? Oui, très bien, entrez. Pour entrer, c'est une réunion de Maliens. Ah, si vous êtes Sénégalais, attendez un peu. Si vous êtes Camerounais, attendez un peu. On va vous dire, on va discuter avec la personne qui organise la réunion si elle veut vous inviter. Oui! Monsieur va, vous voyez comment ce type-là, vraiment, c'est un vrai filou. Il va à un endroit où forcément tu vas rencontrer des Africains de toute origine et puis tu vas donner l'impression de t'adresser à tout le monde. Vous regarderez la vidéo de sa présence là-bas. Mais il y a des gens qui sont dans le foyer en train de faire leur prière. Pendant que Moussa Mara raconte sa vie là-bas, d'autres sont en train de manger leur tchèp dans un coin, d'autres sont en train de boire leur déguin, et puis d'autres sont en train de faire leur prière. Chacun s'occupe de ce qu'il veut dans le foyer. Le foyer là, c'est une foire. C'est là-bas qu'il s'en va faire son meeting. Un pêcheur en eau trouble. Hein? Au point qu'en fait, quand il est venu là-bas, les gens ont pensé qu'il est venu manger dans le foyer. Que peut-être il avait faim, une fringale de nourriture spécialement malienne là, donc il est venu là-bas pour essayer de s'immerger un peu dans la vie des diasporas modestes. Non, monsieur était venu pour un meeting. Je vous dis que j'ai regardé la vidéo, il y a des gens qui continuent leur prière pendant que Moussa Mara bavarde là-bas. Il y a des gens, ils sont là, ils font leurs ablutions, leurs prières, ils n'ont pas le temps. Donc en fait, au départ, même les Maliens ne savaient pas qu'il était venu là faire un meeting. On pensait qu'il était venu manger, peut-être acheter 2 ou 3 colas. Peut-être saluer la population malienne, africaine de Paris, parce que ça fait toujours du bien d'aller là où on trouve le peuple. Non, monsieur était carrément venu faire un meeting. Meeting d'un foyer. Mara, ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est pas là-bas qu'on fait des meetings politiques. On ne fait pas les meetings politiques dans les foyers. Il faut prendre une salle à part. Il faut prendre une salle à part pour montrer que vous pouvez mobiliser. Prenez une salle à vous. Et puis, évitez de remplir ça d'Ivoiriens, de Guinéens, de Sénégalais, hein, qui appartiennent aux familles politiques corrompues de ces pays respectifs. Cherchez vraiment, prouvez que les Maliens là sont avec vous, on va voir. Non, monsieur, il s'en va faire ça. Les Maliens se rendent compte que finalement, en fait, il veut gâter leur nom en parlant de la politique malienne dans des termes inacceptables. Et là, ça se gâte. Et nous avons organisé un grand meeting à la Bourse du Travail hier. Manifestement, la dernière rencontre qui devait avoir lieu aujourd'hui avait été préparée par un certain nombre de personnes qui sont venues perturber la rencontre et qui ont même voulu utiliser la violence physique contre les personnes qui venaient participer à cette rencontre. Donc, de manière tout à fait sage, nous avons souhaité arrêter le meeting. Et nous avons fait intervenir les forces de l'ordre pour que les... Mais écoutez, il dit qu'il a arrêté le meeting. Non, c'est les Maliens qui ont stoppé le meeting, qui ont dit que le meeting ne doit pas avoir lieu. Vous voyez comment il ment? Les Maliens ont dit que ce meeting ne doit pas avoir lieu. Le pays est en guerre et celui qui est là n'a pas une attitude patriotique. Il ne défend pas la nation en guerre. Au contraire, il l'expose. Donc on ne veut pas qu'il parle ici. Ce sont les Maliens qui ont interdit le meeting. Ce n'est pas lui. Et c'est quand il a eu peur de la colère des Maliens qu'il a appelé ses tuteurs pour le protéger. Voilà la vérité. Les Maliens, entre eux-mêmes,
ceux qui assistaient à la meeting, qui représentaient de très loin Bon, la majorité. je ne compte pas les fautes de français, c'est pas grave. Qui étaient là pour c'est pas sa langue nous maternelle. ont voulu vraiment faire en sorte qu'ils ne s'attaquent pas entre eux et ne se commettent pas de violence les uns contre les autres. Moussa Mara, merci. Vous voyez comment il ment? Il avait peur pour lui-même. Maintenant, il dit que c'est pour protéger les gens. Mais pourquoi il a fui en courant? Pourquoi il est arrivé à TV5 en courant? Pourquoi il a fui? Quelqu'un a peur pour lui-même, il dit qu'il a protégé les gens. Or, au Mali, on le connaît pour ça. Il a abandonné les soldats à Kidal là-bas. On leur a fait la peau. Il a fui dans les avions de l'ONU. Et c'est la même chose qu'il a fait à Paris. Il a été extirpé par les forces de l'ordre françaises. Il s'est barré. Il a laissé ses partisans là-bas. Si la population voulait même les agresser, elle les aurait agressés cadeau. C'est un habitué. Moussa Mara était habitué du lâchage, de l'abandon de ses troupes. C'est un lâche professionnel. C'est un lâche professionnel. Donc voilà ce que l'homme est venu dire ici à Paris. Et vous voyez tout ce qu'il dit, quand on réanalyse ça, et quand on redresse ça, la vérité sort. Et on voit que c'est un gros menteur. Très gros menteur. Il tord les faits. Les Maliens le chassent. Il dit qu'il s'est chassé tout seul. Il dit qu'il a fait intervenir les forces de l'ordre françaises uniquement pour empêcher que les Maliens se battent entre eux. Alors que c'est à lui que les Maliens en voulaient. Les Maliens lui ont dit, il faut partir d'ici. Toi, Moussa Mara, tu ne dois pas parler ici. Circule, on ne veut pas te voir. Et il vient donner un autre message. Les Maliens ont dit à des Maliens qui venaient voir Moussa Mara de ne pas aller le voir. Non! Les Maliens sont venus dire à Moussa Mara, toi Moussa Mara, on ne veut pas te voir. Ils ne sont pas venus parler aux partisans de Moussa Mara, il n'en a presque pas. Ils sont venus parler à Moussa Mara pour lui dire, maintenant va-t'en, arrête de te moquer de notre peuple en lutte. Va-t'en. Il a été chassé par le peuple malien. Et les Maliens n'étaient pas venus agresser leurs frères maliens. C'est faux. Moi, j'ai beaucoup de CR de ce qui s'est passé. Les Maliens étaient venus demander à Moussa Mara de se retirer de toute urgence. Parce qu'ils estiment que sa campagne en diaspora est une foutaise contre leur pays. Voilà, c'est tout. Et c'est ce que je voulais rétablir. Voilà, vous avez compris les raisons pour lesquelles je vous ai dit que cet homme-là était vraiment le recteur de l'université de la langue de bois au Mali. Hein? Je ne lui ai pas fait ce nom-là par hasard. Il suffit de le suivre pas à pas et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est une taupe du néocolonialisme à la recherche des points faibles de la transition pour aggraver ces points faibles, à la recherche de l'effondrement de la transition du Mali dans l'espoir d'un retour du pouvoir côté civil entre ses mains à lui. Car, comme il l'a dit lui-même, son objectif en politique, c'est la quête du pouvoir. Donc, le pouvoir est la finalité de son action. De ce point de vue, il appartient à la grande école de la Biya-autocratie. Paul Biya a bien dit que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Moussa Mara se reconnaîtrait parfaitement dans cette conception du pouvoir comme fin en soi, comme but ultime du politique. Et c'est une conception machiavélienne, cynique. C'est un pragmatisme éhonté qui sert de moraline politique au sieur Moussa Mara. Honte à lui, honte à lui, honte à lui.